Et si l'histoire telle qu'on vous l'a racontée était en partie fausse? Voici donc 13 mensonges de l'histoire. Il y en a évidemment bien d'autres. C'est pourquoi n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Et commençons tout de suite avec Cléopâtre. Dès que son nom est prononcé, l'imaginaire collectif convoque aussitôt une silhouette irrésistible, aux traits fins, aux courbes envoûtantes, vêtue d'or et de soie, capable de faire chanceler César ou Antoine par la seule force de son regard. Ce fantasme d'une beauté orientale absolue n'est pourtant qu'un mythe né bien après sa mort. Aucun texte contemporain ne la décrit comme une femme d'une beauté exceptionnelle, et les rares images qui nous restent racontent une toute autre histoire. Ce cliché prend racine dans les textes de Plutarque, qui écrit un siècle après sa mort. Il rapporte que sa beauté n'était pas incomparable, mais que la douceur de sa voix et son esprit enchantaient. Ce n'est pas le physique, mais la conversation, la présence, le charisme qui dominaient. Le romantisme du XIXe siècle en fera pourtant une icône de séduction irrésistible. Peintres et écrivains projettent sur elle les fantasmes exotiques de leur époque. L'Orient devient décor et Cléopâtre en devient l'emblème. En réalité, Cléopâtre n'était ni égyptienne ni orientale. Elle était en fait grecque, de la dynastie macédonienne des Lagides, fondée par Ptolémée, général d'Alexandre le Grand. Elle est l'un des rares souverains ptolémaïques à parler couramment l'égyptien, en plus de 8 autres langues, selon Plutarque. Elle gouverne non seulement l'Égypte, mais aussi sa flotte, son administration, sa monnaie et ses impôts. Elle dirige personnellement ses troupes depuis le pont de ses navires. Dion Cassius note qu'elle finançait elle-même la reconstruction de ports militaires et qu'elle supervisait les récoltes pour garantir les expéditions de blé à Rome. Elle reçoit Antoine à Tarse avec une flotte luxueuse, mais surtout avec les codes politiques du pouvoir hellénistique. Les seules représentations fiables de son visage sont les pièces de monnaie lagides frappées de son vivant. Sur les stataires conservés au British Museum, au musée de Berlin et à Paris, on découvre un nez fort, un menton prononcé, des pommettes hautes et un regard dur, rien à voir avec Elizabeth Taylor. Les sculpteurs romains reprennent ces traits, le nez ne diminue pas, les mâchoires sont larges. Aucune idéalisation, aucun adoucissement. Les bustes conservés à Rome ou au Vatican montrent un visage déterminé, énergique, parfois même sévère. Lors de son séjour à Rome en -46, elle loge dans une villa de César sur la rive droite du Tibre. Son arrivée cause une sensation immense. La population la découvre avec méfiance, mais les élites se pressent autour d'elle. Cicéron, dans ses lettres, parle d'elle avec dédain, mais il reconnaît l'importance de sa présence. Les statues d'elle sont érigées dans le forum, ce qui scandalise certains sénateurs. Elle est la seule souveraine étrangère à recevoir cet honneur de son vivant au cœur même de la République. Après sa mort, son image est reprise, transformée et amplifiée. Suétone et Florus insistent davantage sur sa relation avec Antoine que sur sa politique. Dans les siècles suivants, les artistes s'emparent de sa légende. Au XVe siècle, elle est même représentée se suicidant avec un aspic sur le sein gauche. À partir du XVIIIe siècle, la peinture académique fixe ses traits selon des canons européens, peau claire, nez fin, regard alangui. Hollywood parachève la transformation en 1963 avec Elizabeth Taylor et sa silhouette parfaite. À ce moment-là, le nez devient accessoire de légende. Et pourtant, l'histoire retiendra cette phrase de Pascal au XVIIe siècle. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde eût changé, comme si tout tenait à un détail esthétique. Comme si la puissance de Rome ou la chute d'Antoine dépendait d'un profil. Elle, qui parlait 9 langues, dirigeait une armée, négocier avec César, réformer la fiscalité d'un royaume en crise, sera réduite à une ligne de visage. Le pouvoir d'une femme devient anecdote et son nez plus célèbre que ses victoires. Le don de Constantin. Pendant des siècles, ce texte a été brandi comme preuve incontestable de la légitimité du pouvoir temporel du pape. Selon ce document, l'empereur Constantin le Grand, fraîchement converti au christianisme au IVe siècle, aurait cédé au pape Sylvestre Ier l'autorité suprême sur Rome, l'Italie et tout l'Occident.
L'acte précisait que le siège de l'Empire serait transféré à Byzance pour laisser au pape le gouvernement de l'ancien cœur du monde. Une donation d'un empire, rien que ça. Ce texte va circuler durant tout le Moyen-Âge comme l'un des fondements du pouvoir pontifical. À partir du IXe siècle, les papes l'utilisent pour affirmer leur suprématie sur les rois et les empereurs. C'est notamment sur cette base qu'ils s'arrogent le droit de sacrer les souverains, de les déposer, voire de trancher dans les affaires d'État. Le texte figure dans les Decretum Graciani, compilés au XIIe siècle, qui fait autorité dans la jurisprudence canonique médiévale. Il est lu, copié, cité et invoqué. Il devient une pièce maîtresse dans les conflits entre l'Église et les empereurs, comme lors de la querelle des investitures au XIe siècle. Mais une question subsistait. Pourquoi un empereur comme Constantin aurait-il volontairement abdiqué une partie aussi cruciale de son autorité? Et surtout, pourquoi un tel acte n'est-il jamais mentionné dans les sources contemporaines? Ni Eusèbe de Césarée, biographe officiel de Constantin, ni aucun des auteurs antiques n'en parle. Ce silence pèse lourd. La vérité commence à émerger lentement à la fin du Moyen-Âge, mais c'est au XVe siècle qu'un homme va porter le coup fatal. Il s'appelle Lorenzo Valla, un érudit italien, humaniste, maître de latin. En 1440, il publie un texte retentissant, De falso credita et ementita donatione Constantini declamatio. C'est un chef-d'œuvre de philosophie et un acte de courage intellectuel. Valla démonte le texte ligne par ligne, il y décèle un latin truffé d'anachronismes, certaines formules et tournures ne peuvent dater du IVe siècle. Des mots comme feudum et des expressions juridiques propres au Moyen-Âge sont employés. Il repère également des usages administratifs inexistants à l'époque de Constantin. La preuve est implacable. Le document est un faux, rédigé au plus tôt au 8e siècle. Cette analyse linguistique, radicalement neuve pour l'époque, marque un tournant. C'est l'un des premiers exemples d'analyse critique appliquée aux textes historiques. Lorenzo Valla, sans le savoir, jette les bases de la méthode historique moderne. Son travail restera cependant longtemps ignoré ou combattu. L'Église, bien sûr, rejette ses conclusions. Le Vatican ne reconnaîtra officiellement la fausseté du texte qu'au XXe siècle, bien après que son pouvoir temporel ait décliné. Les historiens s'accordent aujourd'hui pour dater la fabrication du don de Constantin entre 750 et 800, probablement à la cour des papes Étienne II ou III, à une époque où l'Église cherchait à légitimer son autorité face aux Carolingiens. Le texte apparaît d'ailleurs dans les cercles romains proches de l'entourage pontifical, peu après la conquête de l'Italie par Pépin le Bref. Ce n'est pas un hasard, la papauté veut une base juridique pour justifier la création des États pontificaux. Un acte impérial, même faux, peut servir de fondement. Le pouvoir de ce mensonge est immense. Grâce à lui, les papes vont imposer leur autorité morale et politique sur l'Occident pendant près de 7 siècles. Des rois se plient à leur jugement. Des territoires sont conquis ou perdus au nom de cette donation. Même les croisades s'inscrivent indirectement dans cette logique de suprématie spirituelle devenue temporelle. Et pourtant, ce pouvoir repose sur un texte rédigé dans un latin bancal, avec des titres inexistants au temps de Constantin et des formulations dignes d'un notaire carolingien. Une imposture d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur le prestige du nom de Constantin, premier empereur chrétien, et sur le silence volontaire des autorités ecclésiastiques qui savaient pertinemment que le texte était faux. Quand on pense aux Vikings, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est celle de guerriers féroces, hurlants, barbus, armés de haches et coiffés de casques ornés de longues cornes. Cette représentation, pourtant largement ancrée dans la culture populaire, est entièrement fausse. Aucun casque à cornes n'a jamais été utilisé par les Vikings. Ce mythe est né bien plus tard, à la fin du XIXe siècle, dans le contexte du romantisme européen et de la montée des nationalismes scandinaves. En réalité, les fouilles archéologiques menées en Norvège, au Danemark ou en Suède n'ont jamais livré le moindre casque viking muni de cornes. Le seul casque complet attribué à un viking, celui de Geirmundur, découvert en Norvège en 1943, est un casque en fer simple, doté d'une protection nasale, sans aucun ornement extravagant. La plupart des guerriers nordiques se contentaient d'un bonnet rembourré ou n'avaient pas de casque du tout.
Le fer était rare et cher, seuls les chefs et les combattants professionnels pouvaient s'offrir un équipement métallique complet. Le reste de la troupe, souvent constitué de fermiers enrôlés ponctuellement, portait des tuniques épaisses, un bouclier rond et une arme de fortune. Le mythe des cornes provient de l'imaginaire du XIXe siècle. En 1876, lors de la première représentation de l'opéra L'Anneau du Nibelung de Richard Wagner, le costumier Karl Emil Doppler décide d'ajouter des cornes au casque pour accentuer le caractère dramatique et mythologique des personnages. Il s'inspire d'objets rituels de l'âge du bronze, comme les casques de Vexo, découverts au Danemark, qui datent de près de 900 ans avant notre ère. Ces objets n'ont aucun lien avec les Vikings, mais leur forme spectaculaire frappe les esprits. La vision du Viking à cornes se propage rapidement dans la culture visuelle. Elle apparaît dans les affiches, les illustrations de livres, puis dans les bandes dessinées et les films hollywoodiens. Dès les années 1950, des films comme Les Vikings, avec Kirk Douglas, popularisent cette image dans le monde entier. Les manuels scolaires eux-mêmes reprennent cette représentation, créant une confusion durable dans la mémoire collective. Les musées nordiques ont dû faire un important travail de rectification. Le musée d'histoire de Suède à Stockholm ou celui de Copenhague affichent aujourd'hui clairement que les casques à cornes relèvent de la fiction. Ils exposent des pièces authentiques, fragments de casques simples, rivets, reconstitutions réalistes. Le British Museum suit la même démarche, en rappelant que les Vikings privilégiaient l'efficacité au spectaculaire. L'équipement devait être léger, mobile et fonctionnel. Un casque surmonté de cornes aurait été inutile, voire dangereux en combat rapproché ou lors des raids éclairs. Ce cliché survit pourtant dans la mémoire populaire. On le retrouve dans les déguisements d'Halloween, dans les mascottes sportives ou dans les jeux vidéo comme Assassin's Creed Valhalla ou Skyrim, qui perpétuent une vision stéréotypée et spectaculaire des guerriers nordiques. Même certaines reconstitutions historiques doivent composer avec des visiteurs déçus de ne pas voir de cornes sur les casques exposés. Les vrais Vikings, eux, étaient des navigateurs, des commerçants, des pillards, mais aussi des fermiers et des artisans. Leur art de la guerre reposait sur la rapidité, la coordination et la connaissance du terrain. Leur équipement, loin d'être orné ou théâtral, était fait pour survivre, frapper vite, puis disparaître. Le mythe du casque à cornes, bien que tenace, ne fait que refléter notre fascination pour le spectaculaire, plus que notre souci de vérité historique. Le cliché est bien ancré dans l'imaginaire collectif. Au Moyen-Âge, les gens croyaient que la Terre était plate. Et c'est Christophe Colomb, affrontant l'ignorance religieuse qui aurait prouvé sa rotondité en osant voguer vers l'ouest. Ce récit, pourtant enseigné pendant des générations, est une invention tardive. En réalité, l'idée d'une Terre sphérique faisait déjà consensus parmi les savants médiévaux. Bien avant, dès le IIIe siècle avant notre ère, le grec Ératosthène avait calculé la circonférence de la Terre avec une précision remarquable. Il avait remarqué que lors du solstice d'été, le soleil éclairait le fond d'un puits à Syène, mais pas à Alexandrie, située plus au nord. En mesurant l'angle d'ombre et la distance entre les deux villes, il en déduisit une circonférence d'environ 39 000 km. Cette connaissance fut transmise dans l'Empire romain, puis recopiée dans les monastères du Haut Moyen-Âge. Des auteurs comme Macrobe ou Isodore de Séville abordaient sans ambiguïté la sphéricité terrestre. Leur ouvrage était copié et enseigné dans les scriptoria de toute l'Europe. Certains manuscrits illustrés du IXe siècle représentent la Terre comme une sphère insérée dans des sphères célestes concentriques. Ce modèle aristotélicien fut le socle de la cosmologie médiévale. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin enseignait que la Terre était ronde, reprenant les thèses d'Aristote et de Ptolémée. À l'université de Paris, de Bologne ou d'Oxford, les professeurs d'astronomie utilisaient des sphères armillaires et des astrolabes. On retrouve même des maquettes pédagogiques dans les inventaires d'écoles cathédrales comme celle de Chartres. Vers 1230, Jean de Sacrobosco, un moine et astronome anglais, rédige le De Sphera Mundi. Ce traité devient le manuel d'astronomie le plus diffusé du Moyen-Âge latin. Il y explique que la Terre est ronde et en donne les preuves. L'ombre de la Terre sur la Lune lors des éclipses, la courbure de l'horizon ou encore la disparition progressive des navires à mesure qu'ils s'éloignent. Ces notions
était connu non seulement des lettrés, mais aussi des navigateurs. Les marins méditerranéens et atlantiques observaient depuis longtemps que sur un navire qui s'éloigne, la coque disparaît avant les mâts, un phénomène impossible à expliquer avec une terre plate. Dès le XIe siècle, les cartes portulan intégraient la courbure de la Terre dans leur tracé de route maritime. L'anecdote la plus célèbre concerne Christophe Colomb. Contrairement à la légende, l'Église ou les savants ne contestaient pas la rotondité de la Terre. Ce qui posait problème, c'était la taille qu'ils lui attribuaient. En s'appuyant sur des chiffres erronés, issus de calculs arabes et grecs, Colomb sous-estima la circonférence du globe d'un tiers. Beaucoup de ses contemporains pensaient donc qu'il périrait en mer, non pas parce qu'il tomberait dans le vide, mais parce qu'il mourrait de faim avant d'atteindre la côte. La fameuse scène où les moines s'opposeraient à lui en criant que la terre est plate n'a jamais eu lieu. Elle vient d'un roman de Washington Irving, publié en 1828. Ce récit romancé a popularisé l'idée d'un héros rationnel, défiant un monde médiéval obscurantiste, mais il ne repose sur aucune source historique. Le mythe de l'obscurantisme médiéval a pris racine au XIXe siècle, dans un contexte de lutte idéologique. Les penseurs positivistes, comme John William Draper, voulaient opposer une science moderne émancipée à une religion figée dans l'ignorance. Dans son livre « History of the Conflict Between Religion and Science », Draper prétend que l'Église médiévale a imposé la croyance en une terre plate, ce qui est totalement faux. Umberto Eco a plusieurs fois dénoncé cette manipulation. Il soulignait que les moines médiévaux, loin d'être des ennemis de la science, furent les garants de la transmission du savoir antique. Les œuvres d'Aristote, de Ptolémée ou de Gallia ont été traduites, copiées et étudiées durant des siècles dans les abbayes bénédictines. On retrouve d'ailleurs dans certaines enluminures du XIIe siècle des représentations terrestres sphériques entourées de sphères célestes. À la bibliothèque de la cathédrale de Tolède, un manuscrit De Beatus Deliebana représente le monde sous forme symbolique, centré sur Jérusalem, mais sans aucune référence à une terre plate. Même les maps-mondes médiévales, comme celle de Hereford, en Angleterre, bien qu'empruntant des conventions religieuses, n'indiquent nulle part une terre plate. Au 8e siècle, Bède le Vénérable, moine anglo-saxon, évoquait déjà la rotondité de la Terre pour expliquer la variation des heures de prière selon les régions. Il écrivait que la lumière du soleil frappait différemment les régions du globe à cause de sa forme sphérique, un raisonnement d'une grande rigueur exprimé au cœur de l'Angleterre du Haut Moyen-Âge. Plus tard, dans l'Empire byzantin, l'astronome Léon le mathématicien enseignait également la rotondité de la Terre à Constantinople. Et dans le monde islamique, des penseurs comme Al-Farghani ou Al-Biruni avaient perfectionné les calculs grecs sur la circonférence terrestre, parfois avec des résultats plus précis que ceux de Colomb. Des instruments d'observation comme le cadran et l'astrolabe, utilisés par les astronomes arabes et transmis à l'Occident par l'Espagne musulmane, ne pouvaient fonctionner que dans un univers sphérique. Ces outils ont été adoptés dans les écoles chrétiennes dès le XIIe siècle, en particulier grâce à des traducteurs comme Gérard de Crémone à Tolède. Le mythe d'un monde médiéval convaincu d'une terre plate relève donc d'une construction idéologique moderne. En réalité, les savants médiévaux connaissaient l'essentiel de la géographie antique, adaptaient les savoirs, les enseignaient et les transmettaient avec une rigueur qu'il est temps de reconnaître. On répète souvent que Jeanne d'Arc était une simple bergère, une adolescente illettrée qui gardait les moutons dans un petit village perdu, choisi mystérieusement par Dieu pour libérer la France. C'est pourtant une image construite, simplifiée et profondément éloignée des faits réels documentés dans les archives du XVe siècle. Non, Jeanne d'Arc n'a jamais été une bergère, et encore moins une jeune fille passive ou ignorante. Dès les premières lignes de ses proches, on découvre une personnalité bien plus complexe, cultivée à sa manière, enracinée dans un réseau social local et dotée d'une intelligence stratégique et théologique rare pour son temps. Jeanne naît vers 1412 à Domrémy, dans le duché de Bar. Elle est la fille de Jacques d'Arc, un laboureur, c'est-à-dire un paysan propriétaire et non un simple journalier ou un miséreux. À l'époque, un laboureur est à la tête d'une exploitation agricole avec bêtes et terres. Sa famille est donc relativement aisée dans un village frontalier, souvent en tension avec les Anglais et les Bourguignons.
Elle grandit dans une région marquée par la guerre, par les incursions ennemies, mais aussi par la ferveur religieuse. Contrairement à ce que dit la légende, Jeanne ne garde pas les moutons. Aucun témoignage contemporain ne la décrit comme bergère. Ce terme n'apparaît qu'à la fin du XVe siècle, dans les premiers récits hagiographiques, puis il est largement repris à des fins de simplification symbolique. La bergère, guidée par Dieu, l'enfant pur, la figure biblique du pasteur. En réalité, Jeanne aide sa mère, tisse, file et fréquente l'église assidûment. Les témoignages recueillis lors du procès de réhabilitation de 1456 montrent qu'elle avait une excellente mémoire des sermons, qu'elle connaissait le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo, et qu'elle fréquentait assidûment les offices. Certains affirment même qu'elle allait se confesser presque tous les jours. Un autre mythe souvent répété, celui de son illettrisme. Là encore, les faits le contredisent. Si elle ne savait peut-être pas lire couramment, elle savait signer, ce qui à l'époque est loin d'être anodin. Au procès de Rouen en 1431, on la voit tracer sa signature, maladroite mais reconnaissable, sur des documents officiels. Les juges l'interrogent dans un français soutenu et elle répond avec une clarté, une logique et une précision étonnantes. À plusieurs reprises, elle déroute les clercs avec des réponses théologiques très fines. À la question « Êtes-vous en état de grâce ?» elle répond « Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Cette formule, d'une habileté remarquable, esquive le piège de l'hérésie sans s'avancer sur le terrain de la vanité. D'où lui viennent ses compétences? Probablement de son environnement. Le village de Domrémy, bien que rural, n'est pas isolé. Il est situé à la croisée de plusieurs routes importantes. Jeanne côtoie des membres du clergé, entend parler de la politique du royaume, connaît les différends entre Armagnac et Bourguignon. Elle affirme avoir entendu parler de la guerre depuis sa plus tendre enfance. Certains historiens suggèrent qu'elle aurait pu avoir des liens, même indirects, avec de petites familles nobles ou chevaleresques locales. Elle affirme elle-même avoir appris à monter à cheval, à manier la lance et l'épée et à se vêtir comme un homme avant même son départ pour Vaucouleurs. Aucun entraînement militaire formel, certes, mais une connaissance instinctive du monde de la guerre. Son arrivée à la cour de Charles VII en 1429 ne doit rien au hasard. Elle ne se présente pas seule, mais escortée par plusieurs notables. Elle est reçue à Chinon après un long interrogatoire mené à Poitiers par des théologiens. Ces derniers ne trouvent aucune trace d'hérésie dans ses propos. Elle est testée, examinée et interrogée. Elle affirme avoir reçu des voix, celles de Sainte Catherine, Sainte Marguerite et l'Archange Michel. Ses réponses sont toujours cohérentes, jamais contradictoires, et elle impressionne ses interlocuteurs. Un détail souvent méconnu, Jeanne connaissait le protocole militaire. Lors de la levée du siège d'Orléans, elle agit comme un véritable capitaine, donne des ordres, organise des attaques coordonnées, encourage ses troupes et impose même à certains seigneurs de haut rang d'attendre son signal avant d'agir. Elle manie l'étendard comme un instrument symbolique et psychologique. Ce n'est pas une adolescente paniquée ou manipulée, mais une meneuse de guerre charismatique, reconnue comme telle par ses soldats. Lors du procès de Rouen, instrumentalisé par les Anglais et leurs alliés, ses réponses étonnent même les juges. Elle sait quand se taire, quand répondre et comment désamorcer les pièges rhétoriques. À plusieurs reprises, ses formules sont d'une rigueur logique implacable. On lui reproche de porter des habits d'homme, elle répond qu'il la protège. On lui demande pourquoi elle obéit à ses voix plutôt qu'à l'Église. Elle rétorque que Dieu est au-dessus des hommes. Son comportement sous pression révèle une intelligence rare, une assurance hors norme et une maîtrise des codes religieux et politiques de son temps. Enfin, l'un des moments les plus frappants du procès, lorsque Jeanne en prison demande à assister à la messe et qu'on le lui refuse, elle insiste encore et encore pour communier, pas par peur, mais parfois profonde. Les juges, troublés par sa constance, finissent par noter son attitude comme obstinée, un terme juridique qui permet de justifier la peine de mort pour hérésie. Mais dans les faits, cette persistance témoigne d'une ferveur authentique, réfléchie, ancrée dans une conviction intérieure inébranlable. À entendre certains récits populaires, l'Inquisition espagnole aurait tué des millions de personnes, torturant sans pitié toute âme soupçonnée d'hérésie. Des chambres de torture remplies de hurlements, des bûchers quotidiens, une église assoiffée de sang.
Pourtant, si l'Inquisition a été bel et bien un instrument de contrôle religieux et politique redoutable, le nombre réel de ses victimes n'a rien à voir avec ces fantasmes. Il s'agit d'un des cas les plus frappants de manipulation historique de l'époque moderne. L'Inquisition espagnole est fondée en 1478 par les rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. À l'origine, elle ne vise pas les hérétiques classiques comme dans les précédentes inquisitions médiévales, mais les conversos, c'est-à-dire des juifs convertis au christianisme soupçonnés de judaïser en secret. L'objectif est de renforcer l'unité religieuse d'un royaume qui vient de terminer la Reconquista. Dès le départ, le pouvoir royal contrôle directement l'Inquisition, ce qui en fait un outil autant politique que spirituel. Contrairement à l'image populaire d'un appareil de mort massif, les chiffres historiques ne soutiennent pas l'idée de millions de morts. L'historien britannique Henry Kamen, spécialiste de l'Inquisition espagnole, a estimé qu'environ 3000 à 5000 personnes ont été exécutées par cette institution entre le XVe et le XIXe siècle. Ce chiffre est confirmé par les archives inquisitoriales elles-mêmes, minutieusement tenues. Le tribunal de Tolède, par exemple, a jugé plus de 12 000 personnes entre 1540 et 1700, mais n'a prononcé la peine de mort que dans une infime minorité des cas. Dans de nombreux procès, la sentence se limitait à une pénitence publique, une amende ou le port de vêtements infamants comme le San Benito. L'Inquisition utilisait bien la torture, mais dans des proportions bien moindres que les justices civiles contemporaines. Selon les registres, elle était appliquée dans moins de 10% des procès, souvent avec des limites bien strictes, durée réduite, absence de mutilation permanente, surveillance médicale parfois imposée. Le but n'était pas d'extorquer des aveux à tout prix, mais de tester la sincérité des suspects. Le contraste avec les justices royales ou seigneuriales, beaucoup plus brutales et frappant. L'Inquisition espagnole apparaît dans ses méthodes plus bureaucratiques qu'arbitraires. Alors, d'où vient cette vision cauchemardesque? Eh bien, tout simplement d'un mythe né au XVIe siècle, forgé par les ennemis de l'Espagne catholique, les protestants, les réformés et certains écrivains anglais et hollandais. C'est ce que les historiens appellent la légende noire. Ce terme désigne un ensemble de récits exagérés ou falsifiés qui visaient à diaboliser l'Espagne impériale, perçue comme le bras armé du pape et l'ennemi de la liberté religieuse. En 1567, un moine espagnol exilé, Reginaldo González Montaño, publie un ouvrage intitulé Sanctae Inquisitionis Hispanica Artes, une œuvre entièrement fictive, traduite en plusieurs langues, qui décrit avec force détail des horreurs imaginaires. Ce livre, ainsi que d'autres pamphlets similaires, a contribué à forger durablement l'image d'une inquisition sadique et fanatique. Au XIXe siècle, les romans gothiques et les auteurs anglais reprennent ces récits pour en faire des œuvres de fiction. Le fameux Pit and the Pendulum d'Edgar Allan Poe, écrit en 1842, met en scène une torture par balancier dans une prison inquisitoriale. Il s'agit d'un pur délire littéraire. Aucune source inquisitoriale ne mentionne un tel instrument. Le public britannique puis américain s'en nourrit avec fascination, ignorant que les scènes décrites sont issues d'imagination romanesque, pas de la réalité historique. L'Inquisition espagnole n'était donc pas une machine à tuer, mais un système de contrôle social et religieux fondé sur l'interrogatoire, la dénonciation et la pression collective. La peur du procès, de l'humiliation publique ou de la confiscation des biens suffisait souvent à dissuader les comportements déviants. Et si la peine de mort reste présente, elle est dans des proportions similaires, voire inférieures à celles des autres tribunaux de l'époque, y compris dans les pays protestants. En Angleterre, sous Élisabeth Ier, des centaines de prêtres catholiques furent exécutés pour trahison. En Allemagne, les procès en sorcellerie causèrent la mort de dizaines de milliers de personnes, souvent sous des tortures bien plus cruelles que celles pratiquées en Espagne. Une anecdote remarquable illustre cette complexité. À Séville, en 1660, l'Inquisition juge un prêtre accusé d'hérésie pour avoir tenu des propos hétérodoxes sur le purgatoire. Après plusieurs audiences, le tribunal conclut à une simple erreur d'interprétation et le condamne à une prière publique. L'homme sera réhabilité quelques années plus tard. Ce genre de verdict, bien loin des stéréotypes sanglants, était courant. Une majorité des jugements portaient sur des lectures interdites, des blasphèmes, des cas de bigamie ou de sorcellerie supposée, et dans de nombreux cas, les accusés étaient acquittés.
À la fin du XVIIIe siècle, sous l'influence des Lumières et des critiques internes, l'Inquisition perd de sa puissance. Elle est suspendue une première fois sous Napoléon, puis abolie définitivement en 1834 par la régente Marie-Christine. Au total, sur plus de 350 années d'existence, elle aura jugé environ 150 000 personnes dans des formes très encadrées, souvent bureaucratiques et avec un taux d'exécution bien plus bas que celui des cours civiles de l'époque. Au tournant du XIXe siècle, un étrange document commence à circuler dans les chancelleries européennes. Intitulé « Testament de Pierre le Grand », il prétend révéler les dernières volontés du tsar de Russie, mort en 1725. Selon ce texte, Pierre aurait exhorté ses successeurs à conquérir le monde entier, en commençant par l'Europe centrale, les Balkans, Constantinople, puis l'Inde et la Chine. Il y est écrit que la Russie devait avancer masquée, feindre la paix, flatter ses voisins, tout en avançant ses pions un à un jusqu'à l'hégémonie mondiale. Ce texte provoque aussitôt un frisson diplomatique. Pourtant jamais aucun historien russe du XVIIIe siècle ne le mentionne. Aucun ambassadeur étranger à la cour impériale ne l'évoque. De même, aucune archive russe n'en conserve la moindre trace. Les premières apparitions du document ne remontent en réalité qu'à la fin de la décennie 1810 à Paris, en pleine campagne de propagande anti-russe menée par Napoléon Bonaparte. Alors que les tensions s'accumulent entre la France impériale et la Russie du tsar Alexandre Ier, l'idée d'un complot russe séculaire trouve une utilité politique évidente. Le prétendu testament devient un outil parfait pour mobiliser l'opinion européenne contre la Russie, qui passe dès lors pour une puissance perfide et conquérante par essence. Le texte est imprimé dans plusieurs brochures, notamment en 1812, juste avant la campagne de Russie de Napoléon. Le contenu du document est truffé d'incohérences historiques. La terminologie utilisée ne correspond pas au vocabulaire politique du début du XVIIIe siècle. La prétendue signature de Pierre le Grand diffère de celle conservée sur les documents officiels. Et surtout, les instructions géopolitiques du testament décrivent un monde que Pierre Ier ne pouvait pas connaître. Elle anticipe des événements et des rapports de force bien postérieurs à sa mort. Des termes comme Asie centrale ou Europe occidentale sont anachroniques. En fait, tout dans ce document trahit une fabrication forgée après coup, probablement par des milieux proches de la diplomatie française, alors en quête de légitimité pour contenir la montée en puissance russe. L'idée fait son chemin, surtout en Angleterre, où le testament est brandi comme preuve de l'hostilité russe permanente. Plus tard, Napoléon III s'en empare pendant la guerre de Crimée en 1853 pour justifier son intervention aux côtés des Ottomans contre l'Empire russe. Au XXe siècle, le mythe connaît un regain spectaculaire avec Adolf Hitler, qui l'utilise comme justification idéologique à l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS. Il présente le régime soviétique comme l'héritier d'un plan occulte de domination universelle. Et pourtant, malgré ces récupérations successives, jamais l'original de ce testament n'a été retrouvé. Aucun manuscrit, aucune version signée, aucun exemplaire officiel n'a été authentifié. Les seules versions existantes sont des copies sans origine claire, publiées en français ou en allemand dans des journaux politiques ou des pamphlets anonymes. Des historiens modernes comme Dominique Collat de Sciences Po Paris et Marc Ferraud ont longuement étudié ce texte. Tous convergent vers la même conclusion. Il s'agit d'un faux, d'un document forgé de toutes pièces, un pur produit de la géopolitique occidentale du XIXe siècle. L'un des éléments les plus révélateurs reste le style du texte. Il évoque davantage la rhétorique machiavélienne des pamphlets français post-révolutionnaires que le style administratif russe du temps de Pierre Ier. Et surtout, il contient une vision stratégique fondée sur des théories du complot à long terme qui n'ont aucune base sur les pratiques politiques russes du XVIIIe siècle. Pierre le Grand, réformateur brutal mais moderne, cherchait à ouvrir la Russie à l'Europe, non à la dominer. Son obsession était la modernisation interne, la création d'une marine, la construction de Saint-Pétersbourg et la restructuration de l'État. Jamais dans ses récits authentiques, il ne parle de conquête globale. Sa politique visait des objectifs limités, accès à la mer Baltique, diminution de l'influence suédoise et création d'une armée permanente. Pourtant, ce faux testament a laissé une trace durable dans l'imaginaire collectif et continue d'apparaître dans certaines publications
relayée par des commentateurs ou des idéologues cherchant à dépeindre la Russie comme une menace séculaire. L'idée d'un plan secret russe remonte donc non pas au XVIIIe siècle, mais bien à l'obsession anti-russe de certains milieux européens du XIXe siècle. Ce document est un exemple parfait de la manière dont l'histoire peut être façonnée ou falsifiée, et ce, pour servir des intérêts politiques bien précis. Elle est sans doute l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire de France. Qu'il mange de la brioche. Ces quelques mots suffiraient à résumer l'arrogance, l'inconscience et le mépris des élites face à la misère du peuple. Pourtant, aucune source contemporaine ne les attribue à Marie-Antoinette. Et surtout, rien ne prouve qu'elle les ait jamais prononcées. Le mythe est tenace, mais les faits racontent une autre histoire. On retrouve pour la première fois une phrase similaire dans le livre 6 des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, rédigé vers 1766, soit alors que Marie-Antoinette n'a que 11 ans et vit toujours à Vienne. Rousseau y raconte une anecdote selon laquelle une grande princesse aurait dit, en apprenant que le peuple manquait de pain, qu'il mange de la croûte de pâté ou de la brioche. Il ne donne pas de nom, ne cite pas de reine en particulier. La phrase est donc déjà dans l'air du temps comme expression de la déconnexion des puissants, bien avant l'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles. Au fil des années, cette citation est reprise, déformée et amplifiée. Durant la Révolution française, elle devient une arme rhétorique. L'idée que la reine aurait prononcé ces mots pendant une période de famine devient un symbole puissant. Mais si l'on consulte les procès-verbaux, les pamphlets ou même les journaux révolutionnaires, on s'aperçoit que les accusations contre Marie-Antoinette sont nombreuses, mais que cette phrase n'apparaît jamais formellement. Même ses pires ennemis ne semblent pas la lui avoir reprochée à l'époque. Les archives du procès de Marie-Antoinette, conservées aux archives nationales, n'en font aucune mention. Le réquisitoire du tribunal révolutionnaire était pourtant particulièrement dur, l'accusant d'espionnage, de trahison et même d'inceste avec son fils, des charges d'une violence inouïe. Mais pas un mot sur la brioche, ce silence est éloquent. De nombreux historiens, parmi lesquels Antonia Fraser, Evelyn Lever ou encore Mona Ozouf, s'accordent à dire qu'il s'agit là d'un mythe construit après coup. Antonia Fraser, dans sa biographie détaillée de la reine, insiste sur le fait qu'aucun document crédible ne relie cette phrase à Marie-Antoinette. Elle suggère que la phrase lui a été attribuée pour des raisons politiques, afin de faire d'elle un repoussoir, une incarnation facile de la monarchie décadente. Ce genre de stratégie n'est pas isolé. À d'autres époques, d'autres figures ont été caricaturées de la même manière. On prête ainsi à Louis XV le mot « après moi le déluge ». Certaines de ces phrases sont authentiques, d'autres sont des reconstructions. Dans le cas de Marie-Antoinette, l'absence totale de preuves pèse lourd et le contexte de sa vie invite plutôt à la prudence. En réalité, Marie-Antoinette n'était ni ignorante ni indifférente à la misère du peuple. Dès son arrivée à Versailles, elle se montre soucieuse d'adopter un rôle charitable. Elle fait des dons personnels lors des famines de 1787 et 1788, notamment à des hospices et à des familles ruinées. Elle organise également des distributions de pain et soutient les mères célibataires. Ces actions n'effacent pas les dépenses extravagantes de la cour ni l'hostilité croissante envers la reine, mais elles montrent une personnalité plus complexe que l'image véhiculée par les caricatures. Une anecdote peu connue renforce ce contraste. En 1783, un enfant du peuple est blessé lors d'une chasse royale. Marie-Antoinette fait arrêter immédiatement la chasse et ordonne qu'on transporte l'enfant au palais où elle paie personnellement les soins. Ce geste, relayé par la Gazette de Versailles, est oublié au profit des pamphlets anonymes qui la représentent comme une reine frivole ou perverse. D'ailleurs, une autre erreur souvent colportée est l'idée que Marie-Antoinette était totalement étrangère à la langue française et à la culture du pays. Dès son adolescence, elle reçoit une éducation soignée, apprend le français, la danse et la musique. Elle lit Racine, Voltaire et entretient une correspondance soutenue avec ses proches. Cela ne l'empêche pas de commettre des maladresses politiques ni d'être perçue comme étrangère, notamment en raison de ses origines autrichiennes. Mais elle n'est pas aussi naïve ou insensible qu'on l'a longtemps présentée. La phrase « qu'il mange de la brioche » est donc un faux historique. Elle résume en quelques mots ce que des années de propagande ont voulu faire croire. Ce n'est bien évidemment pas la vérité, mais cela suffit à marquer durablement l'imaginaire collectif.
On connaît tous l'image du pirate, sabre entre les dents, carte au trésor en main et coffre enterré au pied d'un palmier. Une image rendue célèbre par L'île au trésor de Robert Louis Stevenson en 1883. Pourtant, cette idée romantique ne correspond pas à la réalité historique des pirates des XVIIe et XVIIIe siècles. Aucun document d'époque ne mentionne que Barbe Noire, Henry Morgan ou Charles Vane aient jamais enterré leurs richesses. Les archives judiciaires et les témoignages recueillis par Charles Johnson dans son fameux ouvrage de 1724 sont formels. Les pirates ne cachaient pas leurs trésors, ils les dépensaient, et d'ailleurs souvent très vite. L'argent volé était principalement utilisé pour acheter des armes, réparer les navires, soudoyer les autorités locales ou se livrer à des fêtes prolongées dans les ports des Caraïbes. À Port-Royal, en Jamaïque ou à Nassau, dans les Bahamas, les bordels, tavernes et maisons de jeu engloutissaient en quelques jours des butins entiers. Les pirates vivaient dans l'instant. Leur espérance de vie étant extrêmement réduite, ils n'avaient ni le temps ni l'envie de planifier un futur à long terme, nécessitant d'enfouir de l'or sous terre. Un pirate capturé était pendu, parfois dans les 48 heures. Alors pourquoi enterrer un trésor que l'on ne reverrait sans doute jamais? Le seul cas avéré d'un trésor enfoui est celui de William Kidd, corsaire écossais devenu pirate. Accusé de piraterie en 1699, il enterra une partie de son butin sur l'île des Gardiners, au large de Long Island. Non pas pour le récupérer plus tard, mais pour tenter de prouver son innocence. Il voulait montrer que son butin avait été acquis légalement, espérant que cela jouerait en sa faveur lors de son procès en Angleterre. Ce trésor fut retrouvé par les autorités coloniales et ne le sauva pas. Kidd fut pendu en 1701 à Londres. Son exemple est donc l'exception qui confirme la règle et non un modèle généralisé de comportement pirate. Les historiens comme Marcus Rediker, spécialiste reconnu de la piraterie atlantique, insistent sur le fait que la richesse pirate circulait davantage dans les ports que sous les palmiers. Une fois un navire capturé, les objets de valeur étaient revendus très vite sur les marchés noirs des Antilles ou de la côte est américaine. L'argent était ensuite divisé selon les règles du code pirate, parfois inscrit noir sur blanc dans des articles. Chaque membre d'équipage recevait une part déterminée, souvent bien supérieure à celle d'un marin de la marine marchande. Mais ces parts, aussi généreuses soient-elles, disparaissaient rapidement dans les plaisirs de la côte. La culture populaire, pourtant, n'a retenu qu'un cliché, celui de la carte au trésor, avec un grand X marquant l'emplacement. Ce motif apparaît pour la première fois dans L'île au trésor de Stevenson, qui invente le personnage de Billy Bones, un vieux pirate gardant jalousement une carte menant à un coffre enfoui sur une île perdue. Stevenson s'inspire ici de mythes antérieurs et de récits de flibustes fantasmés. Ce procédé littéraire est ensuite amplifié par les productions hollywoodiennes, puis par des dessins animés, des bandes dessinées et plus tard des jeux vidéo. Mais à aucun moment, il ne repose sur une documentation historique sérieuse. Dans les récits contemporains des procès de pirates, comme ceux de Stede Bonnet, Jack Rackham ou Anne Bonny, aucune mention d'un trésor enterré n'apparaît. Les aveux, souvent obtenus sous la menace ou la torture, parlent de dépenses immédiates, de pillages successifs, de caches temporaires dans les ports amis, mais jamais d'un plan de dissimulation durable. De même, les rapports des autorités coloniales et des marchands victimes évoquent des prises revendues ou dissipées dans des fêtes, jamais enterrées pour l'éternité. Le mythe du trésor enfoui répond tout simplement à une logique narrative. Il ajoute du mystère, de l'aventure et du suspense. Il crée une véritable chasse. Mais l'histoire réelle des pirates suit bien souvent une logique de survie, de dépenses rapides et de jouissances immédiates. En effet, la vie pirate brève et périlleuse ne laissait pas beaucoup de place au plan à long terme. Napoléon Bonaparte n'était pas le nain colérique que la propagande britannique du XIXe siècle a tant aimé caricaturer. Lorsqu'il meurt en exil sur l'île de Sainte-Hélène en 1821, son corps est autopsié par le docteur Francesco Antomarchi. Ce dernier note une taille d'environ 5 pieds 2 pouces selon la toise française. Ce chiffre a semé la confusion pendant plus d'un siècle, car la toise française est différente de la toise anglaise. 5 pieds 2 pouces français équivalent à environ 1,69 m, ce qui plaçait Napoléon dans la moyenne des hommes français de son temps. À la fin du XVIIIe siècle, la taille moyenne d'un adulte masculin en France
tournait autour de 1,65 m à 1,68 m, selon les données collectées à l'époque dans les registres militaires et les corps de conscription. Napoléon n'était donc ni particulièrement petit ni grand, simplement banalement moyen. Mais l'image du petit Napoléon ne vient pas seulement d'une confusion d'unités, elle est aussi le fruit d'une guerre psychologique et iconographique menée par les Britanniques. En caricature, on le représentait déjà durant sa vie comme un tyran de poche, un homme rageur monté sur un tabouret, un despote gesticulant, trop petit pour son bicorne. Des dessinateurs comme James Gillray ou George Cruikshank ont multiplié les illustrations le montrant en train d'exploser de colère ou rampant face à Nelson. Cette imagerie est devenue virale avant l'heure et s'est ancrée dans l'imaginaire collectif, surtout dans les pays anglophones. Napoléon lui-même savait parfaitement gérer sa mise en scène et s'entourait souvent de manière stratégique de soldats très grands, notamment de grenadiers de la garde impériale. Ces hommes mesuraient parfois plus de 1,90 m, comme Roustam Raza, qui l'accompagnait souvent à cheval. Le contraste était frappant, mais il servait à souligner la puissance de l'empereur. Un homme petit en taille, mais capable de commander des géants. L'effet de disproportion a été exploité par les observateurs contemporains qui y ont vu soit une preuve de complexe, soit un art de contraste militaire. Dans les portraits officiels peints par David ou Gérard, la taille de Napoléon est soigneusement équilibrée, sans exagération ni minimisation. Les peintres d'Empire le représentent toujours avec des proportions réalistes, souvent assis ou debout dans une posture ferme. Aucun de ses contemporains proches, qu'ils soient courtisans, généraux ou ambassadeurs, ne mentionne un quelconque complexe lié à sa taille. En revanche, ses adversaires politiques ou militaires, des Waterloo, ont repris et amplifié ce cliché jusqu'à en faire une caricature permanente. À la fin du XIXe siècle, le terme « complexe de Napoléon » apparaît dans la psychologie populaire anglophone pour désigner un homme de petite taille qui compense par une ambition démesurée. Mais ce concept repose sur une double erreur. Non seulement la taille de Napoléon était normale, mais rien ne prouve qu'il ait été motivé par une quelconque gêne physique. Les archives de ses discours militaires montrent au contraire un homme obsédé par l'ordre, la grandeur nationale et le destin de la France. Les Britanniques ont peut-être forgé un mythe pour le ridiculiser, mais ils ont, sans le vouloir, contribué à renforcer son image de génie surdimensionné. La Statue de la Liberté, telle qu'on la connaît aujourd'hui, brandissant sa torche au-dessus du port de New York, est souvent présentée comme un pur symbole de la liberté universelle, offert par la France pour célébrer l'amitié entre les deux nations. Pourtant, derrière ce monument mondialement célèbre se cache une histoire bien plus nuancée et même à certains égards méconnue. Son créateur, Frédéric Auguste Bartholdi, sculpteur alsacien ambitieux, ne l'a pas conçu à l'origine pour les États-Unis. Dans les années 1860, alors qu'il voyage en Égypte, il est fasciné par les grands monuments pharaoniques, les colosses de même nom, les pylônes du temple de Luxor. Le pays est alors en pleine modernisation sous l'impulsion de Mehmet Ali et de son successeur Ismaël Pacha, désireux de marquer l'entrée de l'Égypte dans la modernité. Bartholdi imagine un gigantesque phare à l'entrée du canal de Suez en construction, sous la forme d'une femme égyptienne voilée tenant une torche. Le titre du projet, l'Égypte apportant la lumière à l'Orient. Il réalise plusieurs esquisses d'une femme fellaha, une paysanne égyptienne, portant un voile drapé comme une Isis antique. L'œuvre devait incarner la modernité orientale sous contrôle occidental. Mais Ismaël Pacha refuse, trop coûteux et trop colossal, mais aussi trop occidental. Bartholdi rentre bredouille avec ses plans sous le bras, mais l'idée de cette femme colossale tenant une flamme ne le quitte plus. Quelques années plus tard, alors que la France se relève de la défaite de 1870 et que la Troisième République cherche à redorer son image à l'international, une autre opportunité se présente. En 1871, Édouard de La Boulaye, juriste, politicien et fervent républicain, évoque lors d'un dîner l'idée d'un monument pour les États-Unis symbolisant la liberté et les idéaux communs entre les deux républiques. Mais l'initiative n'est pas étatique. Aucun décret officiel, aucun budget national. C'est une entreprise privée à l'initiative d'intellectuels libéraux français qui montent une souscription populaire pour financer la sculpture. L'idée plaît à Bartholdi, qui recycle son concept égyptien et remplace la fellaha par une figure féminine plus classique, inspirée de la déesse romaine Libertas,
lève le voile, affine les traits et remplace d'ailleurs le voile par une couronne à 7 pointes. Le socle, lui, est à la charge des Américains, mais l'accueil est glacial. Beaucoup y voient une œuvre inutile, importée d'Europe et coûteuse. Pour tenter de lever des fonds, Bartholdi fait exposer le bras droit tenant la torche à Philadelphie en 1876 à l'occasion du centenaire de l'indépendance. La main seule mesure 12 mètres. Il a fait ensuite transférer à Madison Square Garden, à New York, où elle reste exposée pendant 6 ans. Les visiteurs paient pour monter à l'intérieur. L'argent récolté servira à financer le piédestal. Mais jusqu'en 1884, rien n'est sûr. Et le projet pourrait ne bien jamais voir le jour. Entre-temps, Bartholdi supervise la construction de la statue à Paris, dans les ateliers Gagé-Gauthier, près du parc Monceau. Les Parisiens peuvent voir cette immense femme de cuivre s'élever par morceaux, assemblée comme un gigantesque puzzle de plaques rivetées sur une armature interne conçue par Gustave Eiffel, déjà célèbre pour ses ouvrages métalliques. En 1885, la statue arrive enfin par bateau à New York, dans 214 caisses démontées, accompagnées de milliers de boulons. Les ouvriers passent plusieurs mois à l'assembler sur Bedloe's Island, qui deviendra plus tard Liberty Island. Elle est inaugurée le 28 octobre 1886 dans un brouillard épais devant le président Grover Cleveland, ancien gouverneur de l'État de New York. Mais l'enthousiasme populaire est mitigé. La presse locale se moque de cette immense femme en robe de nuit. Certains caricaturistes la surnomment même la mère Goose de l'Atlantique. Ce n'est que plus tard, à partir du début du XXe siècle, que la Statue de la Liberté acquiert son aura mythique. Le poème de New Colossus d'Emma Lazarus, gravé en 1903 sur une plaque au pied de la statue, transforme le message. Ce n'est plus seulement la liberté républicaine, mais l'espoir des migrants du monde entier. Donne-moi tes pauvres, tes exténués. Le texte ne faisait pas partie du projet initial. C'est un ajout tardif, rendu nécessaire par l'afflux massif d'immigrants à Ellis Island, juste en face. Aujourd'hui, la Statue de la Liberté est indissociable de l'image de l'Amérique, mais peu de gens savent qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une offrande divine à la liberté, mais d'une sculpture que personne ne voulait vraiment, enfin, du moins jusqu'à ce qu'on lui donne enfin un sens. À la fin du mois d'avril 1945, dans un Berlin assiégé par l'armée rouge, Adolf Hitler se retranche dans le Führerbunker, à quelques mètres, sous la chancellerie. Tandis que les obus soviétiques secouent les murs, les derniers fidèles du régime nazi assistent à l'effondrement de l'Allemagne. C'est là, dans ce huis clos de béton, que se déroule l'une des scènes les plus débattues du XXe siècle. Le 30 avril, vers 15h30, Hitler se donne la mort aux côtés d'Eva Braun, qu'il avait épousée quelques heures plus tôt. Selon les témoignages directs de son entourage, il s'est tiré une balle dans la tempe après avoir avalé du cyanure, tandis qu'Eva s'est empoisonnée. Les premiers à découvrir les corps sont ses valets personnels, comme Heinz Linge et son aide de camp Otto Gunze. Ils témoignent tous deux que les cadavres ont été transportés à l'extérieur du bunker et aspergés d'essence dans le jardin de la chancellerie, puis partiellement brûlés, selon les ordres écrits laissés par Hitler lui-même. Ces témoignages ont été recoupés de manière indépendante lors des interrogatoires alliés, mais aussi par les services soviétiques. En 1945, ce sont justement les soviétiques qui découvrent les restes carbonisés. Le NKVD, futur KGB, enquête secrètement. Les corps sont enterrés et déplacés plusieurs fois. En 1968, le général Mikhail Kouzmin et le pathologiste soviétique Faust Shkaravsky publient une analyse des fragments retrouvés, notamment des dents. À l'époque, aucune preuve formelle ne convainc l'opinion publique occidentale, surtout que les soviétiques entretiennent le doute volontairement. Staline lui-même affirme à Truman que Hitler aurait pu s'échapper. Cette ambiguïté alimente des décennies de fantasmes. Le FBI américain reçoit, entre 1945 et 1956, des dizaines de courriers et de signalements affirmant avoir aperçu Hitler en Argentine, en Colombie, en Espagne ou dans des monastères tibétains. Aucune de ces pistes n'aboutit. Certaines ont été soigneusement analysées, mais aucune ne s'est révélée crédible ou documentée. Ces rumeurs, compilées dans des dossiers désormais déclassifiés, ne reposent que sur des témoignages oraux sans aucune preuve physique. Dans les années 2000, des émissions de télévision sensationnalistes relancent l'idée qu'Hitler aurait fui. La plus célèbre est Hunting Hitler, diffusée par History Channel, qui prétend enquêter sérieusement sur ces théories.
Mais derrière l'emballage dramatique, on retrouve des suppositions, des surinterprétations, mais aucun fait nouveau. Aucun document, aucune preuve biologique, aucun témoin direct ne vient remettre en question la version historique. En 2017, un tournant majeur se produit, à la demande de la France. Les archives russes autorisent une équipe médico-légale française dirigée par Philippe Charlier à examiner les restes des dents retrouvées à Berlin et conservées par le FSB. Ces dents correspondent parfaitement aux radiographies dentaires d'Hitler réalisées avant 1945 par son dentiste Hugo Blaschke. Ces radios, récupérées par les Américains, avaient été conservées aux archives militaires. L'analyse chimique confirme également la présence de résidus de cyanure, renforçant le récit d'un double suicide par balle et poison. Aucune dent en or, aucun implant, aucun détail dentaire ne correspond à d'autres personnes du bunker, ce qui écarte l'hypothèse d'un leurre. De plus, les témoignages des survivants du bunker ont tous été interrogés séparément, parfois dans des camps soviétiques, parfois en détention américaine. Leurs récits convergent sur les faits essentiels, l'heure du suicide, les conditions, l'odeur du cyanure et les blessures visibles. Il est difficile d'imaginer une telle cohérence dans une machination. Aucun témoin de l'époque, même parmi ses ennemis ou anciens nazis repentis, ne défend sérieusement l'idée d'une fuite. Même Joseph Goebbels, qui se suicide le lendemain, laisse une lettre affirmant que Hitler est mort à Berlin en soldat. L'origine du mythe d'un Hitler fuyant en Amérique du Sud est aussi politique que fantasmatique. Pendant la guerre froide, accuser les Russes d'avoir menti sur la mort du Führer permettait de décrédibiliser leur version des faits. Les ex-nazis en fuite, comme Joseph Mengele ou Klaus Barbie, ont bien trouvé refuge en Argentine, ce qui a permis d'alimenter l'illusion d'un réseau d'exfiltration actif. Mais jamais le moindre indice sérieux ne viendra relier Hitler à ces réseaux. Les services secrets israéliens du Mossad, qui ont traqué Eichmann avec succès, n'ont jamais trouvé la moindre trace crédible du Führer ailleurs qu'à Berlin. Aujourd'hui, l'hypothèse de la survie d'Hitler ne repose sur aucun document fiable, aucune photographie vérifiée, aucun témoin crédible. Les preuves médico-légales, les témoignages contemporains et les analyses croisées des historiens établissent de façon incontestable que le dictateur nazi est bien mort dans son bunker le 30 avril 1945. Dire que les États-Unis ont gagné seuls la Seconde Guerre mondiale est l'un des mythes les plus enracinés dans la culture populaire occidentale. Et pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité historique. Dès 1941, avant même l'entrée en guerre officielle des États-Unis après Pearl Harbor, l'URSS avait déjà affronté la plus grande machine de guerre jamais lancée contre un État. L'opération Barbarossa, une invasion massive de plus de 3 millions de soldats allemands lancés sur un front de 2900 km. Au cœur de cette guerre totale à l'Est, les Soviétiques ont encaissé les plus lourdes pertes humaines et matérielles de tous les belligérants. À Stalingrad, l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire, la Wehrmacht perd près de 300 000 hommes. Les combats se déroulent rue par rue, étage par étage et parfois même pièce par pièce. L'armée rouge, dirigée par Yukov et appuyée par une mobilisation industrielle sans précédent, encercle et écrase la 6e armée allemande en février 1943. Le choc psychologique est immense en Allemagne. C'est la première fois qu'une armée entière capitule sans condition. Quelques mois plus tard, à Koursk, les Soviétiques repoussent la dernière grande offensive blindée nazie sur le front de l'Est. En juillet 1943, c'est la plus grande bataille de chars de l'histoire, avec plus de 6000 véhicules blindés impliqués. L'Allemagne y laisse l'initiative stratégique pour ne plus jamais la reprendre. Pendant que les projecteurs occidentaux sont braqués sur les plages normandes, l'essentiel des forces allemandes, soit environ 80% des divisions, est déjà enlisé sur le front de l'Est. Au moment du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, l'Allemagne combat encore avec acharnement en Biélorussie, dans l'opération Bagration, où les Soviétiques anéantissent le groupe d'armées centre. Ce que les images hollywoodiennes ne montrent pas, c'est l'arrière logistique soviétique. Des millions d'hommes déplacés, des usines entières démontées et reconstruites à l'est de l'Oural, dans des conditions de froid extrême. On y produit en masse des T-34, des obus, des fusils. Le peuple soviétique, des enfants aux vieillards, est mobilisé pour faire face. C'est une économie de guerre totale. Et si les États-Unis apportent une aide précieuse via le programme Lend-Lease, avec des camions, du blé, du métal, cette aide ne remplace pas les sacrifices humains soviétiques.
soit plus de 27 millions de morts, dont 14 millions de civils. Dans le Pacifique, les États-Unis mènent une guerre acharnée contre le Japon, notamment avec les campagnes des îles Salomon, de Seppan, puis d'Iwo Jima. Ces victoires sont incontestables, mais il ne faut pas oublier que la guerre contre l'Allemagne nazie, celle qui décide du sort de l'Europe, se joue avant tout sur le sol soviétique. Même Churchill, farouchement anticommuniste, l'admet dans ses mémoires. C'est l'armée rouge qui a brisé l'épine dorsale de la Wehrmacht. Et pourtant, l'imaginaire collectif occidental, alimenté par des décennies de cinéma et de manuels scolaires, retient surtout l'image du GI, libérateur en Normandie ou dans les rues de Paris. Ce récit est né d'un effort concerté, celui de construire une narration héroïque centrée sur les alliés occidentaux pour occulter le rôle stratégique de l'Union soviétique dans un contexte de guerre froide naissante, où l'Est n'apparaît quasiment jamais. À Yalta en février 1945, les Alliés se partagent l'Europe. Roosevelt, affaibli, laisse à Staline une marge de manœuvre considérable. L'armée rouge est alors à 70 km de Berlin. C'est elle qui entrera la première dans la capitale du Reich après des combats d'une violence extrême. Les images du drapeau rouge flottant sur le Reichstag ne sont pas des montages. Elles illustrent une réalité militaire. À l'inverse, les troupes américaines s'arrêtent sur l'Elbe selon les accords conclus. Elles ne prennent ni Berlin ni Prague. L'ampleur des pertes parle d'elle-même. Les États-Unis ont perdu environ 400 000 hommes sur tous les fronts, contre plus de 8 millions de soldats soviétiques morts au combat. Des villages entiers sont rasés en Ukraine. Des villes comme Leningrad subissent des sièges interminables, 900 jours, sans que la ville ne tombe. À Katyn, en Biélorussie, ce sont plus de 600 villages qui subissent le même sort, et pourtant l'image dominante reste celle du front ouest. Dans les écoles françaises comme américaines, la libération de Paris occupe une place centrale. Mais ce que l'on apprend moins, c'est que l'armée rouge libère seule des villes comme Varsovie, Budapest, Vienne, et finit par capturer le bunker d'Hitler. Après la guerre, le récit change. Les États-Unis, victorieux mais soucieux de contenir le communisme, minimisent progressivement la contribution soviétique. Des dizaines de livres et de manuels d'histoire publiés dans les années 1950 et 1960 gomment ou relativisent ce front de l'Est. La propagande devient un outil idéologique dans la guerre froide. Même aujourd'hui, dans les représentations populaires, le nom de Stalingrad est moins connu que celui de Pearl Harbor. Pourtant, historiquement, le tournant de la guerre mondiale ne se joue pas dans le Pacifique, mais dans les ruines gelées de la Volga. Le maréchal Paulus, qui s'y rend, deviendra le premier feldmaréchal allemand capturé vivant contre les ordres d'Hitler. Ce geste symbolise l'échec total de la stratégie nazie à l'Est. La victoire de 1945 est donc celle d'une coalition mondiale où les États-Unis ont joué un rôle certes essentiel, notamment industriel, logistique et militaire, mais non exclusif. Voilà, nous arrivons à la fin de ces 13 mensonges historiques. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.